Bienvenue pour cette première séance de l'état de l'art de la rentrée, où nous accueillons Camille Monnat-Paysan, que je vais présenter tout de suite, mais à propos de son ouvrage qui est sorti et qui est tiré de recherches qui avait été soutenues par l'INHA lors d'une bourse postdoctorale avec la Terra Foundation for American Art. On en reparlera peut-être un petit peu tout à l'heure. Mais voilà, donc ça nous paraissait important à l'INHA de pouvoir aussi montrer et valoriser le travail des chercheurs postdoctorants et des chercheuses postdoctorantes qui passent entre nos murs et qui ensuite, après, font des projets qui fleurissent plus loin que ce temps de recherche. Donc je vais présenter Camille, pas très succinctement en fait, parce qu'elle a fait plein de choses. Et puis ensuite, on aura un peu de temps de discussion et à la fin, un temps pour les questions aussi, si vous en avez à lui poser. Donc Camille, tu es historienne de l'art, tu es spécialiste de la photographie et docteur de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, où tu as soutenu une thèse en 2018 sur la photosécession. J'ai pas mis le titre en entier, mais si tu veux le dire, tu vois. Et tu avais poursuivi avant ta thèse des recherches de master sur le photographe de mode Alphonse de Meyer, qui était lui aussi un des acteurs de la photosécession. Et de cette recherche, tu as tiré 2 ouvrages, quand même assez productifs pour un master, plus que moi. Un en 2016 aux éditions Hermann qui s'appelle « Les photographies de voyage du baron Adolphe de Meyer, l'œil au repos, une rupture avec la tradition de l'image studio ». Et un autre en 2019, Japan, Adolphe de Meyer, aux éditions Louis Vuitton. Je n'ai pas dit Adolphe de Meyer en anglais, mais... et tu as participé aussi à de nombreux catalogues d'expositions, notamment pour le musée Picasso, pour le musée Matisse à Nice, ou plus récemment au musée des Beaux-Arts pour la très belle exposition Whistler, l'effet papillon. Et donc en 2022-2023, tu avais été boursière postdoctorale à l'INHA, et Terra Foundation for American Art, où tu avais développé la recherche qui va nous intéresser aujourd'hui, qui a donné lieu à cet ouvrage qui est ici, sur la personnalité de Cornelia Bentley Sage Quinton, qu'on appellera Cornelia Sage à partir de maintenant, parce que je vais me tromper dans l'ordre des mots, de ces noms, qui était la 2e directrice de l'Albright Art Gallery de Buffalo, et sur la place que cette personnalité, donc on va en parler beaucoup ce soir, a pu avoir dans le paysage institutionnel américain. Et aussi, tu nous en parleras sûrement peut-être, sur les questions d'institutionnalisation de la photographie, qui ont toujours été des questions qui t'ont particulièrement intéressée. Donc, sans plus tarder, pour rentrer un peu dans le cœur de notre discussion, la première question que je voulais te poser, c'était aussi quelle était la genèse de ce projet de recherche, comment t'en es arrivé de passer d'une recherche sur la photosécession, sur Alfred Stieglitz, sur le baron Alphonse de Meyer, Adolphe de Meyer, à cette femme, à cette personnalité qui est Cornelia Sage Bentley Quinton. Bentley Sage Quinton. Cornelia Bentley. Merci Lucie. Et puis merci pour cette invitation. Ça me fait très plaisir de venir à l'INHA présenter ce livre qui est donc issu des recherches que j'ai menées à l'INHA. Donc, comment j'ai commencé à travailler sur le sujet, c'est un petit peu par hasard. C'est un peu le hasard de la recherche. Donc, comme tu l'as dit, j'ai fait une thèse en histoire de la photographie qui était une relecture de l'histoire de la photosécession par les écrits privés et dont le but était de valoriser les relations internationales du groupe et expliquer quelle était l'importance du rôle de la production commerciale des photographes du groupe de la photosécession. Et donc le fond central de mes recherches était le fonds d'archives d'Alfred Stieglitz qui est conservé à la Beinecke Library à l'université d'Yale, qui est un fonds gigantesque qui met très clairement en avant l'immensité et la grande variété des relations amicales et professionnelles que Stieglitz a entretenues durant sa carrière. Et donc mon projet reposait principalement sur l'analyse des échanges de stratégies que Stieglitz avait avec ses photographes et les critiques qui étaient membres du groupe.
Et en m'intéressant un petit peu de plus près à un de leurs projets d'exposition, qui était l'exposition internationale de photographie pictorialiste de 1910, qui eut lieu donc, à Buffalo. J'ai découvert un dossier d'archives qui concernait une femme qui s'appelait Cornelia Sage, et j'ai donc découvert qu'elle avait eu un rôle primordial en fait dans l'aboutissement de ce projet. Et donc j'ai été très surprise d'apprendre ça, parce qu'en fait la photosécession et cette exposition sont des sujets qui ont été très très souvent commentés, sur lesquels il y a eu beaucoup de publications, mais le nom de Cornelia Sage était absolument inconnu. Donc j'ai décidé de dédier un chapitre de ma thèse au rôle de Cornelia Sage, au rôle que Cornelia Sage a joué pour cette exposition de 1910, et en espérant dans le futur avoir l'occasion de lui dédier une recherche entière. Donc j'ai eu l'occasion de le faire quelques années plus tard grâce à l'INHA et la Terra Foundation. Et c'était voilà, c'est un projet qui me tient à cœur, qui me tenait à cœur depuis très longtemps, mais qui nécessitait voilà, des fonds assez importants pour partir à Buffalo, voir les fonds de Cornelia Sage, et visiter toute une série d'institutions où on travaillait ses relations amicales et ses collaborateurs. Voilà. Donc j'ai dû aller au Brooklyn Museum, à Washington, aux Archives of American Art, au Metropolitan, au MoMA, au Whitney Museum. Donc voilà, c'était une recherche d'une ampleur assez importante, voilà, que j'ai pu réaliser grâce à l'aide de l'INHA. Et peut-être, pour rester un peu dans l'esprit de la rencontre, tu as parlé très rapidement du fait que Cornelia Sage était quelqu'un dont on avait très peu parlé, dans le cadre de la photosécession, mais aussi, j'imagine, dans d'autres études sur les institutions. Est-ce que tu as, voilà, dans cet état de l'art, sur la place des femmes dans les institutions, parce qu'on est vraiment au tout début du XXe siècle, c'est vrai qu'on ne l'a peut-être pas précisé, est-ce que voilà, il y avait d'autres études, d'autres cas de femmes qui étaient dans ces positions-là, ou pas du tout? Est-ce que tu es arrivé dans un champ complètement vierge de travaux sur ces figures, ou pas? Alors, en fait, c'est un chantier qui est vraiment au cœur de l'actualité en ce moment. Donc, il y avait absolument, si la question c'était si j'avais déjà entendu parler, si j'avais trouvé des mentions de Cornelia Sage auparavant, absolument pas. Enfin, le nom est quelquefois cité, mais on ne sait pas qui c'est. Non, la seule étude sur une femme qui est à la direction d'un musée que je connaissais, c'était sur Juliana Force, qui était donc la première directrice du Whitney Museum. Elle a été nommée en 1929. Et donc, il y a cette publication de l'historienne de l'art Elvis Berman, qui a été publiée dans les années 90, voilà, qui a eu un certain succès, mais voilà, c'était une rare étude sur voilà, une de ces grandes figures féminines des années 20. Et donc, ce qui était étonnant, c'est que voilà, il y a eu cet intérêt pour les années 20, mais que personne n'ait jamais écrit sur la première femme directrice en 1910. Après les dernières années, il y a eu un intérêt grandissant pour le rôle des femmes au sein des institutions. Alors c'est vrai qu'il y a eu un focus très important sur les artistes femmes, notamment avec des organisations comme Aware. Naturellement, les gens commençaient à s'intéresser un petit peu aux conservatrices, aux directrices, aux médiatrices des arts, pour citer Charlotte Fouché-Zarmanian, qui a beaucoup inspiré ma recherche, qui a publié donc qui a dirigé un ouvrage, voilà, qui était un recueil d'essais valorisant des professionnels du monde de l'art. C'était voilà. C'était un ouvrage, il me semble, international, donc pas forcément concentré sur l'art américain. Et enfin, cette année, il y a eu vraiment
une sorte de boom de ce type de recherche avec Inventing the Modern, qui a été publié par le MoMA, donc sur le rôle des femmes dans la construction du MoMA. Et il y a aussi eu cette expo sur Belle d'Acosta Green qui a ouvert cette année, qui a été la première directrice de la Morgan Library, qui a été élue en 1924. Mais voilà, tout ça, c'est des personnalités qui sont intervenues un petit peu plus tard dans l'histoire. Donc voilà, il y a encore matière à... Justement, ce que je trouve assez intéressant par rapport aux noms que tu cites, aux institutions que tu cites, c'est qu'elles sont toutes new-yorkaises. Et ce que je trouve assez intéressant dans ta recherche et dans le choix que tu as fait, c'est que en parlant de Buffalo, il y a quand même un certain décentrement qui s'opère par rapport à ces grosses institutions, le MoMA, la Morgan, la Library et le Brooklyn Museum, le Whitney, et que comment on envisage, comment cette institution s'envisage au début du XXe siècle, comment elle se crée, quelle est son ambition aussi par rapport à, parce que c'est pas loin, mais quand même très loin. Oui, de New York, quand on veut aller à Buffalo. Donc là, comment tu as envisagé ce rapport avec New York, qui reste quand même un centre magnétique, et notamment quand on parle de Stiglitz, on pense New York, on ne pense pas Buffalo. Et donc voilà, c'est la question un peu que je voulais te poser par rapport à cette galerie, à sa création, à son ambition. Qu'est-ce qu'elle est en 1910, en 1920? Alors, donc l'Albright Art Gallery, qui est aujourd'hui connu comme le Buffalo Akage Art Museum. Ils viennent de changer de nom cette année, ou l'année dernière, il me semble. Et donc situé à Buffalo, qui est dans le nord de l'État de New York, et qui se situe juste à côté des chutes du Niagara. Alors c'est assez important, parce qu'en fait Buffalo était une ville qui au début du siècle s'est beaucoup développée industriellement. Et donc, il a connu une période très prospère, mais qui avait aussi une communauté artistique assez importante, notamment photographique. Et cette communauté, on reparlera un petit peu de ça après, entretenait des liens assez étroits avec la scène artistique new-yorkaise. Effectivement, c'était pas forcément tout près, mais c'était la grande ville de la région. Et donc l'Albright Art Gallery est un musée qui a été créé comme espace d'exposition permanent par la Buffalo Fine Arts Academy, qui est une organisation qui a été créée en 1862 avec le soutien de personnalités locales assez importantes comme Millard Fillmore, qui était un avocat et politique locale, qui est aussi devenu président des États-Unis accessoirement. Et donc voilà, il y avait une intention très claire de faire d'ouvrir un musée pour le prestige de la ville, mais aussi de permettre aux artistes locaux d'avoir un lieu de représentation. Et donc voilà, pendant près de 40 ans, la Buffalo Fine Art Academy organise des expos dans des lieux d'exposition permanents. Et c'est seulement en 1900 que John Albright, qui était un industriel et un collectionneur qui s'est installé à Buffalo à la fin du 19e siècle, propose de financer un musée qui sera construit, qui va ouvrir en 1905. Et donc, pour cette occasion, ils vont engager un homme qui s'appelle Charles Kurtz, qui était un conservateur et un journaliste qui avait un réseau assez important et qui était un passionné d'art contemporain. Et donc, le but était clairement de faire de Buffalo aussi un centre artistique. Voilà, j'ai oublié quelque chose. Non, parce que je pense qu'on reparlera de photos et du lien avec la photographie et les clubs de photographie peut-être un peu plus tard. Mais donc, tu as mentionné Charles Kurtz, tu en parles beaucoup dans
enfin beaucoup. Le début de l'ouvrage est consacré à l'arrivée de ce conservateur à la tête de la Buffalo Art Gallery. Mais justement, quand on passe de Kurtz à Sage, est-ce que dans tes recherches, dans ta manière d'appréhender, est-ce que tu as d'abord pensé la recherche autour de Sage et rétrospectivement, tu t'es dit, bon, qu'est-ce qu'il y avait avant ? Est-ce que la figure de Kurtz, c'est quelqu'un dont on se souvient plus aussi, peut-être dans les papiers ? Voilà, je ne sais pas comment tu as pu aborder cette dualité, cette double tête quand même dont tu parles. Alors, ça s'est imposé un peu comme une évidence, parce qu'au départ, ma recherche était vraiment concentrée sur Cornelia Sage, et donc sur l'institutionnalisation de la photographie, mais en fait, comme tu as pu le noter, cet ouvrage est un peu plus... J'ouvre un petit peu le sujet, en fait, avec cet ouvrage, parce que je trouvais ça important, d'une part, de présenter un peu le personnage de Cornelia Sage et d'expliquer un petit peu comment elle a réussi à accéder à la direction du musée. Et en fait, Charles Kurtz, c'est un personnage très intéressant, parce que d'une part, c'est lui qui l'engage, et il l'engage pour des raisons bien précises, et notamment sa grande connaissance de la scène artistique de Buffalo, parce qu'effectivement, il voulait créer un peu un musée à son image, un musée d'art contemporain qui était aussi ouvert aux photographes, mais il comprend tout de suite que Cornelia Sage, c'est une force. Ça pourrait être un atout très très intéressant pour le musée, parce que lui ne vient pas de Buffalo. Donc voilà, ça lui permet un petit peu de créer une connexion entre Buffalo et New York, et de s'attirer aussi un peu la sympathie des artistes locaux. Donc je trouvais ça impératif en fait de présenter Charles Kurtz, parce qu'effectivement ils ont aussi beaucoup de... Cornelia et Sage et Kurtz ont beaucoup de points communs. En fait, ils sont tous les deux formés comme artistes. Ils ont tous les deux à un moment l'ambition de faire carrière. Ils ont un intérêt très important pour l'art européen. Donc c'était très intéressant de voir de voir un petit peu l'évolution de Sage qui arrive et travaille pour un directeur, et de voir comment elle s'affirme au fil des années, par les expositions qu'elle organise après le décès de Kurtz, quand elle reprend le rôle de directrice. Oui, et donc quand c'est des circonstances pas forcément attendues qui font qu'elle devienne directrice du musée. Tu reviens aussi un peu sur la manière dont cette nomination se fait aussi très graduellement et pas de façon au début évidente, mais que finalement c'est une évidence pour le musée, et peut-être sur les questions de politique muséale, comment est-ce que tu as pu trouver un peu ces points. Tu es revenu sur Kurtz, sur les projets que lui il mène et il pense. Et comment est-ce que, tu disais, Sage s'affirme, est-ce que ça se fait tout de suite ça se fait pas comme une évidence, parce que ça se fait vraiment comme une rupture, ou plutôt comme une continuité. Est-ce que tu peux peut-être revenir un peu sur ces points quand même de négociation que Sage doit peut-être entreprendre pour asseoir sa position de directrice. Je sais pas si tu... Alors oui, l'arrivée de Sage à la direction du musée se fait de manière très très progressive. En fait, elle se fait pas de manière progressive, mais disons que l'officialisation de son rôle se fait de manière très progressive, parce qu'en fait, Charles Kurtz décède de manière très soudaine en mars 1909, alors que certains de ses plus gros projets, de ses projets les plus importants, sont en train de se finaliser. Et donc le conseil d'administration décide tout de suite en fait de placer Sage dans la position du directeur, mais il y a une période d'1 an, 1 an et demi où effectivement elle assume ce rôle, elle change plusieurs fois de titre, mais elle n'obtient pas le rôle de directrice tout de suite.
On n'a pas énormément d'informations là-dessus, mais on sait que Sage, dans les coulisses, commence un petit peu à travailler sur une programmation qui est un peu à son image. Elle n'ose pas postuler, elle formule le fait que potentiellement son sexe soit un frein à son élection, mais voilà, elle discute très ouvertement de ça avec certains des artistes avec qui elle travaille pour des projets du musée. Et ce qui est très intéressant, ce que j'ai essayé de décrire un petit peu dans le livre, c'est son affirmation progressive et comment, sans jamais être dans la confrontation ou la frustration, finalement, elle s'impose avec la force de sa vision et de la programmation qu'elle développe pour le musée. Oui, il y avait une deuxième partie de la question que j'ai oubliée, il me semble. Mais... Non, parce que je pense que tu l'as abordé, c'est-à-dire que c'est la question de la rupture ou de la continuité entre Kurtz et Sage. Et effectivement, en fait, moi, ce que j'ai compris de l'ouvrage, c'est que Sage reprend la programmation en cours, mais au fur et à mesure des projets, la façonne et reprend... Et en reprenant le thème, en reprenant les sujets que Kurtz avait voulu mettre en avant, elle se les approprie aussi pour en faire quelque chose de, sûrement, on ne saura jamais, mais sûrement de très différent que ce que lui aurait fait s'il avait pu les poursuivre. Et je pense que c'est quelque chose que tu abordes beaucoup dans l'ouvrage sur la partie de la photosécession de l'exposition internationale. C'est que je vais te laisser en parler plus, mais c'est un projet de Kurtz, mais mise en œuvre par Sage, peut-être que... Oui, en fait, je l'ai vraiment analysé comme un moment, un pivot en fait dans sa carrière, parce qu'effectivement, c'est un projet qui a été imaginé par Charles Kurtz et Stiglitz, mais qui en fait, au décès de Kurtz, est d'emblée annulé, et c'est elle qui explique qu'en fait, elle, dans ce projet, elle voit à la fois l'opportunité de présenter une exposition qui est originale. Je pense aussi qu'un petit peu le fait d'exposer de la photographie qui n'était pas couramment reconnue comme un art à l'époque et donc qui n'était pas exposée dans les musées, elle voit aussi un moyen un petit peu de faire parler de l'institution. Et en tant qu'artiste originaire de Buffalo, en fait, elle le formule pas tout de suite, elle le formule après dans le reste au fil des projets des autres expositions photographiques qu'elle va organiser. Mais en fait, le fait que la photographie soit vraiment un médium qui tienne particulièrement à cœur, qui soit très dominant parmi les artistes à Buffalo, elle voit une manière un peu de valoriser aussi la ville. Donc en fait, c'est un projet qu'elle n'a pas imaginé, mais en fait, elle y voit des stratégies et un moyen de valoriser son identité en tant qu'artiste de Buffalo et celle de la ville. Donc voilà, c'est une sorte de moment déterminant où elle annonce un petit peu le type de musée qu'elle va gérer, et puis on commence aussi un peu à comprendre qu'elle développe pas seulement une stratégie pour le musée, mais aussi une vision assez novatrice de l'idée de ce que devrait être un musée contemporain. Parce qu'on voit qu'après cette expo, elle réitère un peu l'expérience en essayant d'intégrer une grande variété d'expositions, de médiums, d'artistes classiques, contemporains. Donc voilà, elle pense vraiment le musée comme un lieu ouvert à la création et pas un établissement qui propose que des expositions sur des chefs-d'œuvre de l'ancien temps. Voilà. Oui, et puis tu disais au début que tu t'étais un peu éloigné de l'institutionnalisation de la photographie, mais je pense tu peux jamais vraiment t'en éloigner. Et moi, il y a vraiment un passage que je trouvais très intéressant dans ta recherche, c'est au-delà de sortir un peu de cette exposition. Enfin, ce personnage de Cornelia Sage, il nous permet aussi, je trouve, de sortir de ce dont tu parlais, c'est-à-dire les mentions du musée de Buffalo le sont pour
dans le cadre d'études sur l'exposition internationale de photographie pictorialiste, mais qu'en fait, cette politique, cette volonté de Sage de mettre en avant la photographie, elle est plus large, elle est internationale comme locale, et elle permet aussi d'affirmer que la photographie est un art. Et moi, il y a un passage que j'ai, enfin, je vous lis la citation qui m'a d'un membre de l'Académie des Beaux-Arts qui lui écrit que ça lui donnait des frissons de la voir inclure la photographie artistique dans la liste d'exposition. Il dit: j'imagine qu'une telle chose puisse exister et que la plomberie puisse aussi être artistique, mais aucun n'est de l'art et je ne pense pas que des photographies devraient être incluses dans votre liste. Donc on est quand même, bon, tu reviens aussi à ta volonté de montrer que des personnalités comme Sage sont des acteurs clés finalement peut-être de cette institutionnalisation qu'on avait peut-être un peu sous-estimée. Oui, tout à fait. Ils sont même indispensables. Alors oui, j'ai senti en fait un besoin en fait de dézoomer en fait, d'élargir vraiment par rapport à l'institutionnalisation de la photographie, vraiment pour comprendre un petit peu ce que ça représentait pour elle. Parce qu'effectivement, pour le premier directeur, la photographie, c'était une passion personnelle, c'était une part de son identité. Pour Sage, ça fait plus partie d'une stratégie. Et voilà, il y a plus de facettes en fait. C'est plus complexe. Enfin, elle a un rapport plus complexe à la photographie. Donc, comme je disais, par rapport au fait que c'est effectivement un art qui est très représenté à Buffalo, mais voilà, aussi parce que effectivement, elle veut présenter une institution très contemporaine. Et donc oui, c'est intéressant de voir un petit peu comment, face à des personnalités comme George Sawyer, donc l'homme dont tu viens de lire la citation, qui était un membre de la Buffalo Fine Arts Academy, lui ne perçoit pas l'intérêt en fait d'exposer des photographes. Il comprend pas. Donc on comprend en fait vraiment la modernité de Sage et son intelligence en fait, parce que même des collègues à elle qui travaillent un petit peu, qui font un travail qui converge vers le même but que celui de Sage, ne perçoivent pas forcément la subtilité de ses décisions. Et donc c'est très intéressant de voir aussi comment elle assume ses choix. Vraiment, elle les défend, et dans une lettre magistrale qu'elle lui envoie, elle explique un petit peu tout. Elle dévoile en fait toute la complexité de son rapport à la photographie et comment à la fois ça permet de faire rayonner la ville, comment ça permet d'avoir une institution qui se place au rang des élites intellectuelles européennes. Tout en défendant des valeurs qui lui sont très, très personnelles. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question. Oui, et puis comme tu disais, ça permet de faire rayonner la ville. Il y a beaucoup de travaux qui ont quand même été réalisés sur les caméras clubs, les clubs un peu amateurs de photographie. Mais la recherche que tu fais, elle montre aussi peut-être ce Buffalo comme un centre aussi de la photographie amateur. Je pense notamment à Caroline Gorgen sur la Californie. Enfin, il y a eu des centres de production photographique qui ont été quand même étudiés. Est-ce que cette personne de Sage, elle peut aussi nous faire relire la photographie amateur sous un prisme aussi peut-être plus institutionnalisé ou pas ? Je ne saurais pas dire c'est sous un prisme plus institutionnalisé, mais ce qui est certain, c'est que cette recherche et tout ce qu'elle met en œuvre au musée, effectivement, ça permet... En fait, ça m'a permis comment dire, c'est une recherche en fait qui ouvre sur d'autres recherches. En fait, ça permet un petit peu effectivement de découvrir une histoire un peu alternative de la photographie, donc de ces photoclubs qui fleurissent à Buffalo, comme le Buffalo Camera Club et les photos pictorialistes de Buffalo, qui sont par ailleurs des groupes qui sont assez reconnus sur la scène nationale et internationale quand même, de par leur lien avec la photosécession, mais qui sont mais c'est intéressant de voir en fait que c'est des clubs et des photographes en fait qui ont été totalement oubliés.
Donc on a derrière nous quelques exemples de photographies de personnalités assez intéressantes de Buffalo qui ont été un petit peu oubliées. Donc il y a un portrait de Rose Clark, un portrait de Clara Ciprel, donc c'est un portrait qu'elle prend de Stiglitz dans les années 30. Une autre photographie de Charlotte Spalding Albright, qui était la belle-fille de John Albright, qui a financé la construction du musée. Et il y a aussi Wilbur Porterfield et Augustus Thibodeau, qui ont été des photographes assez importants, mais voilà, qui sont aujourd'hui seulement reconnus dans la ville de Buffalo. Donc c'est intéressant. J'ai commencé à mener une recherche qui m'en ouvre 10 autres. donc voilà, c'était un sujet fédérateur. Et peut-être, justement, tu ouvres la piste de ces recherches sur la photographie, mais est-ce que dans tes recherches sur Sage, tu as aussi pu esquisser d'autres pistes est-ce que cette recherche à Buffalo t'ouvre d'autres pistes sur sa carrière, sur d'autres femmes qui ont pu aussi peut-être avoir ce type de poste dont on n'a pas encore entendu parler? Est-ce que tu as pu aussi créer d'autres, penser d'autres réseaux au-delà de la photographie, de l'histoire de la photographie qui est ta spécialité quand même au départ? Oui, alors effectivement, c'est comme sur le terrain de la photographie, en fait. Étudier Sage, en fait, ça m'a permis effectivement de découvrir beaucoup de personnalités, de femmes qui ont travaillé un petit peu dans l'ombre ou qui ont eu des rôles importants, pas à la tête de musée, mais qui ont eu un rôle déterminant en fait dans les institutions culturelles et artistiques au début du siècle, comme Leila Mechlin, qui était Leila Mechlin et Florence Levy, qui ont été deux membres fondateurs de l'American Federation of Art, qui était une organisation très importante qui a été créée au début du XXe siècle. Voilà, donc c'est une recherche que j'ai déjà commencée en fait, parce que cette année j'ai eu une bourse de la New York Public Library qui m'a permis un petit peu de commencer à travailler sur ce nouveau chapitre, donc qui s'intitule pour l'instant l'héritage de Cornelia Bentley Sage, Leila Mechlin et Florence Levy. Voilà, mais c'est une nouvelle recherche, donc voilà. Il y a beaucoup d'autres noms que j'ai découverts pendant mon post-doctorat, mais voilà, certains sont cités dans le livre. J'espère que ça va inspirer des chercheurs. Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Ça met en relief un réseau qui est quand même assez important de femmes qui prennent des responsabilités ou qui ont peur de prendre des responsabilités. Et la figure de Sage, effectivement, comme tu disais dans l'héritage de Sage pour ta prochaine recherche, c'est une figure dont tu montres et dont tu esquisses quand même déjà qu'elle est une personnalité qui, pas dire qui fédère, mais qui inspire en fait, ou qui tend à essayer d'inspirer et à soutenir les profils de femmes dans des postes à responsabilité. Je ne sais pas si tu avais pris des lettres de ça, mais je crois qu'il y a quelques lettres que tu cites dans c'est Stiglitz. Je sais plus. C'est des exemples, c'est des visuels, c'est des facsimilés qui sont dans le livre. Parce que je trouvais, outre le fait de commencer cette histoire, je trouvais ça intéressant de mettre en valeur un peu, de donner une voix en fait à ces acteurs voilà, de l'histoire. Donc il y a beaucoup de facsimilés dans le livre. Je me suis laissée distraire, mais oui, alors je sais plus, peut-être que tu les cites, mais les mots que Sage écrit à d'autres femmes, la sorte de sororité qui se met en place à l'échelle plus large que celle de Buffalo, de soutien aussi un peu de. Oui, c'est déjà à son élection en fait, le peu d'articles en fait qui sont publiés dans des publications nationales. Font qu'effectivement Sage devient un peu une figure de proue et que ça encourage des jeunes femmes à lui écrire, et donc effectivement il y a un réseau qui se développe autour d'elle, un peu malgré elle parfois, mais voilà, quand elle voit des jeunes artistes ou des professionnels de talent, elle essaye de les motiver et de les guider un petit peu.
Après, c'est des exemples très précis, mais effectivement, ce qui est certain, c'est qu'elle a beaucoup inspiré, en tout cas dans la région de Buffalo, où elle est quand même toujours célèbre. C'est quand même toujours une célébrité locale, même si le grand public ne la connaît pas. Oui, elle a commencé, oui, elle a ébauché en fait un réseau de femmes, de professionnels qui s'est beaucoup développé ensuite dans les années 20. Parce que c'est vrai qu'entre 1910 et 1920, elle est assez seule. Il y a des conservatrices, des mécènes, des journalistes, quand même pas mal de femmes qui ont des carrières professionnelles, mais c'est pas avant les années 20 qu'il y a vraiment on voit vraiment des femmes accéder à la tête d'institutions, obtenir des rôles de premier plan. Et donc voilà l'histoire qu'on découvre en lisant un peu les correspondances de Sage, c'est un peu la genèse en fait de ce développement qui intervient dans les années 1920-1930. Ouais. Et peut-être avant de laisser, si vous avez des questions à poser, on a parlé de tes recherches, peut-être parler un peu aussi du travail éditorial que tu as mené et de cet ouvrage qui a quand même plus de la moitié de l'ouvrage qui sont des illustrations, qui sont... comme tu disais, peut-être, ça te permet de revenir sur les exemples de lettres que tu avais choisis, mais entre vue d'exposition, lettres et reproduction de lettres manuscrites, voilà, comment est-ce que c'était un processus facile de pouvoir dire j'ai envie de reproduire beaucoup de lettres et d'archives de journaux ou, voilà, comment tu as pu... Alors, absolument pas, c'était une idée... qu'il a fallu défendre. Alors, mon éditeur n'est pas là, mais il a beaucoup souffert. Parce qu'en fait, publier un ouvrage avec autant de facsimilés, en fait, c'est très, très compliqué à mettre en page déjà, et puis à rendre attrayant aussi pour le lecteur. Mais bon, je tenais vraiment à valoriser en fait, le fonds d'archives très important que Sage a laissé, et parfois... qu'elle a laissé en fait presque, on peut se demander intentionnellement, parce qu'on sait qu'elle ne jetait rien. Quand elle jetait des choses, elle les notait. Donc j'ai interprété ça comme une volonté un petit peu de sa part de laisser une trace, et du coup je me suis dit que ce serait intéressant, parce qu'elle écrivait aussi très bien du coup de reproduire ses lettres, et donc de lui donner aussi une voix dans cette histoire qu'on raconte sur elle. Donc voilà, ça me paraissait primordial. Et puis je voulais aussi mettre l'ouvrage un petit peu en image, parce que ça peut paraître un petit peu obscur de présenter comme ça une histoire des institutions, une histoire institutionnelle. Donc c'est bien un petit peu de rattacher ça à des expositions, des vues, des anecdotes. Et je trouvais que voilà, donner de l'importance aux archives, ça permettait un petit peu de faire ça. Merci beaucoup Camille. Avant de nous quitter, si vous souhaitez feuilleter l'ouvrage, Camille a gentiment apporté des copies, et elle peut en vendre aussi quelques-unes, ou toutes, si vous voulez toutes les acheter, on est partant. Sinon, l'état de l'art continue donc la semaine prochaine. Je laisserai ma place de modératrice à Delphine Vanesse, qui sera en discussion avec Clément Dirier autour de son dernier ouvrage Suzanne Valadon, et Delphine qui a aussi par ailleurs coédité avec Lucia Pezzapane, Paroles d'artistes femmes 1869-1939 aux éditions de La Martinière. Donc voilà, je pense que ce sera une discussion assez fructueuse sur la question, avec deux chercheurs qui réfléchissent un peu aux mêmes périodes, aux mêmes axes un peu de pensée sur la place des femmes artistes au XIXe siècle. Voilà, donc à 18h30, toujours en Vasari, toujours le jeudi. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tous et toutes. Merci d'être venus. Merci à tous, bonne soirée.